Bonjour à tous, j'imagine que la connexion est bien activée et que je ne parle pas dans le vide. Ravi de vous accueillir sur cette présentation d'une heure donc intitulée Les espaces comme levier de l'expérience collaborateur. Donc moi je m'appelle Thierry Pic, je suis professeur à l'école de management de Lyon et je serai entouré de Thibaut et Jean-Sébastien. Thibaut, Jean-Sébastien, je vous laisse vous présenter rapidement l'un et l'autre, ça permet de voir si tout fonctionne. Donc, je commence Thibaut Convert, société APSI. Je suis le dirigeant et fondateur d'une entreprise qui s'appelle APSI et qui aménage des espaces de travail pour les entreprises à Lyon depuis une vingtaine d'années. Et Jean-Sébastien Fraisse, je suis salarié du groupe Apicil et je suis chez responsable de projet, en l'occurrence un programme, on appelle ça un programme, c'est un ensemble de projets et je travaille essentiellement sur notre future implantation dans la tour Toulion et le transfert de nos collaborateurs depuis nos sites actuels de Vèze et Caluire vers la tour Toulion. Merci à tous les deux. Donc, vous avez vu qu'on fera une intervention à trois voix, très centrée un peu sur le retour d'expérience, à la fois un peu de multi-clients par Thibaut et puis du cas particulier d'Apicil avec Jean-Sébastien. Donc, on va vous donner un peu d'éléments d'input, on va dire, et puis ensuite, on vous laissera évidemment la parole pour des questions-réponses. À tout moment, vous pouvez utiliser le chat, poser vos questions, donner vos commentaires, etc. On essaiera de suivre un petit peu au fur et à mesure ce que vous nous dites. Alors, je voudrais faire une brève introduction pour vous parler un peu des espaces de travail au fil du temps, au fil de l'histoire, autour de l'idée que les espaces de travail, en fait, sont le reflet finalement de modèles managériaux et qu'on ne peut pas parler d'espaces de travail sans parler de paradigme ou de philosophie managériale un peu dominante. Alors, j'ai commencé avec un petit clin d'œil en vous rappelant que le château de Versailles n'est pas qu'un projet architectural, mais bien avant tout un projet politique avec des configurations d'espace qui sont régies en fonction des différents niveaux de noblesse, avec tous les rituels qu'on connaît bien autour du roi, etc. Donc, les espaces, déjà à cette époque, structuraient les modalités d'interaction et les modalités d'interaction, de relation, de communication entre les différentes strates du royaume, en tout cas. Alors, si on va plus dans notre monde de l'entreprise, on a toujours vécu dans l'unité d'espace et l'unité de temps, c'est-à-dire tout le monde au même lieu, au même moment, dans les mêmes temps, et on commence avec le modèle de l'ère industrielle, qui est finalement marqué par une standardisation du travail de production, avec l'idée qu'on essaye d'optimiser la production d'abord industrielle, avec le travail à la chaîne de Charlie Chaplin, qu'on connaît bien, où donc tout le monde a son poste de travail de la même façon, très très standardisé, avec un modèle de management vertical. Vous voyez le contremaître là de Charlie Chaplin qui vient surveiller que tout va bien, et dans une logique de commande et contrôle, pour faire très simple. Voilà. Donc dans ce modèle de management, très hiérarchique, très vertical, très standardisé, les espaces de travail, c'est des bureaux, alors soit de ce type-là, vous voyez, travail à la chaîne, soit pour les cadres bureaux fermés, où le nombre de mètres carrés et puis le nombre de fenêtres sont des marqueurs en fait du statut et du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on est haut dans l'immeuble, et plus on a des fenêtres et des mètres carrés. Voilà. Donc peut-être un mot-clé en ce qui concerne pourquoi des collaborateurs vont sur un site de travail, c'est avant tout pour le salaire. Donc l'attraction et la rétention, on va dire, des collaborateurs, c'est uniquement sur le salaire, principalement en tout cas à cette époque. C'est très simpliste, mais ça permet de poser un peu les choses. Deuxième période, toujours unité de temps et toujours unité d'espace. On est tous au même moment et au même endroit, mais avec des configurations de bureaux qui changent. Alors notamment pour standardiser le travail intellectuel cette fois-ci, pas simplement la production. Donc c'est les call centers par exemple, ou c'est les services partagés administratifs, des choses de ce type-là. Donc là, on essaye d'intensifier et d'optimiser la production de services intellectuels ou services administratifs. Donc là, on est dans un modèle aussi de management qui se veut beaucoup plus horizontal. C'est l'ère de l'open space qui visiblement favoriserait la coopération et les interactions. Alors, il y a de nombreuses études qui ont montré que ce n'était pas si vrai que ça, et qu'au contraire, le bruit, les nuisances faisaient que chacun s'enfermait un peu dans sa bulle et que finalement, ce n'était pas très propice à la coopération et aux interactions. Mais en tout cas, c'était l'idée, et c'était la philosophie de ces modèles d'open space. Donc, des bureaux ouverts,
Voilà, où on peut se voir facilement, communiquer facilement, etc. Avec des évolutions, bien sûr, hein, de plus en plus, vous voyez sur le bas de l'image, là, des open space beaucoup plus sophistiqués, avec beaucoup moins de nuisances, etc. Marqueur un peu d'un management beaucoup plus libéré, autonome, horizontal. J'ai mis des guillemets devant libéré parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait le cas, hein, mais c'est en tout cas un management qui se veut beaucoup moins hiérarchique et vertical, avec souvent le manager au milieu de ses équipes d'ailleurs. Et puis finalement, un mot-clé, c'est les conditions de travail. On essaye de faire des beaux open space, on essaye de mettre des baby-foot, des coins convivialité, etc., pour attirer aussi les collaborateurs dans ce monde de l'open space. Troisième étape, toujours pour aller vite, on passe à une étape de diversité des espaces, c'est-à-dire qu'on est dans différents lieux, mais en même temps, tous au même moment, 8h, 18h, ensemble en tout cas. Alors, c'est l'ère, vous voyez, des espaces où on peut se promener d'un lieu à un autre, toujours sur le même site hein, quand même, avec des espaces individuels où on peut se concentrer, des espaces collectifs où on peut se retrouver, des espaces projets où on peut travailler ensemble. Voilà, donc c'est des agencements qui favorisent la diversité de la nature du travail. Je veux me concentrer, je veux me détendre, je veux travailler en mode projet avec mon équipe, je veux juste rencontrer des collaborateurs. Tout ça devient faisable avec une intensification et une optimisation des usages fonctionnels. Ce qui compte, c'est ce que j'ai à faire en fonction du moment de la journée. Je dois passer des appels, je dois me concentrer, je dois travailler avec les autres, etc. Donc, on est dans des modèles de management dits agiles et adaptatifs, hein, où je peux changer d'espace, où je peux changer de collaborateur, changer de tâche dans la journée. Et c'est un peu moi qui décide. Donc, une logique d'individualisation et de modularité. Je peux du coup me déplacer dans la journée. Alors, on est dans l'ère des environnements qu'on appelle dynamiques, hein, le flex office, que vous connaissez bien, voilà, avec beaucoup de mobilité, de modularité. Je n'ai pas forcément de place attribuée, ça dépend de ce que je fais, en fait. Et on parle d'activité-based working, c'est-à-dire des agencements qui sont faits en fonction des activités pour favoriser la multi-activité. Donc, c'est les mots-clés, c'est l'adaptation, hein, c'est l'autonomie, et puis c'est l'individualisation. C'est un peu, je travaille comme je veux, où je veux et quand je veux, mais dans un site unique quand même, qui a des offices en tout cas, ou des bureaux qui le permettent. Et puis la dernière étape, c'est celle qu'on a tous vécue à partir du Covid, hein, qui avait commencé quand même un peu avant, c'est finalement diversité des lieux, diversité des temps. Je peux travailler quand je veux et où je veux, à tout moment. Voilà, pourquoi pas au bord de la plage, hein, dans des coworking, dans l'entreprise, chez moi avec mon chat, ou à l'intérieur, ou dans un coworking, ou dans un café, peu importe. Donc là, on est vraiment dans une logique, si je pousse un peu à l'extrême les traits, de travail à la carte. Personnalisation, c'est mon environnement de travail à moi. Il peut être mixte d'ailleurs, hein. Donc, on est dans l'intensification et l'optimisation multicritères, à la fois la performance, mais aussi mon bien-être, mais aussi mes temps de trajet, mais aussi mes enfants, mon sport, etc. Donc, tout un ensemble de critères qui viennent optimiser ma façon de travailler. On est dans des logiques de délégation et de confiance parce que du coup, je vois moi en tant que manager le collaborateur. Donc, je suis obligé de lui faire confiance où qu'il soit, quelle que soit l'heure à laquelle il travaille. Donc, on parle évidemment de management hybride, hein, c'est le modèle du management hybride, et qui annonce finalement la fin des modèles uniques. On n'est plus tous au même moment et au même lieu. On doit concilier le bien-être et en même temps la performance. On doit concilier des besoins individuels qui sont de plus en plus différents, éclatés, et des dynamiques collectives, être ensemble, partager quand même du lien social. Et puis, on doit concilier des moments en distanciel, des moments en présentiel. Voilà, c'est ce qu'on vit un peu tous là, avec évidemment des modalités très différentes, donc des modèles qui sont très, très, très différents. Les mots-clés, c'est le travail nomade. Voilà, c'est des espaces aussi comme des lieux de vie au sein d'un collectif. Je vais retrouver mon environnement de travail parce que je rejoins mes collègues, je retrouve du lien social. Et puis, du coup, quand je viens au bureau, c'est pour y vivre une expérience que je ne peux pas vivre tout seul dans mon écran, devant mon écran. Alors, pour terminer, voilà, peut-être quatre réflexions, hein, sur un peu notamment les évolutions externes, sur l'expérience manager. C'est évidemment, quand on parle agencement et aménagement d'espaces de travail, c'est penser conjointement à la transformation des espaces, l'organisation du travail et l'évolution du rôle et de la posture du manager. On ne peut plus fonctionner de la même façon avec des managers qui doivent être plutôt des animateurs d'expérience, qui créent des temps collaborateurs qui sont des moments forts, émotionnels, etc. Donc, on n'est plus dans le commande et contrôle, on est dans la capacité à animer des collectifs qui sont parfois distants, parfois présents, avec des individus qui ont des besoins un peu différents.
Le deuxième élément un peu convergent, c'est que les espaces de travail évoluent. On vient plus juste simplement pour travailler. On vient aussi pour réaffirmer son appartenance à un collectif, rencontrer des collègues, créer du lien social. Donc, il faut qu'on ait des locaux qui soient propices à ces rencontres, qui peuvent être aussi des rencontres extérieures avec l'écosystème, des clients, des partenaires, des candidats que je ne peux pas effectivement voir, encore une fois, tout seul chez moi derrière mon ordinateur. Les espaces de travail deviennent aussi des lieux de confort, vous voyez, allongés sur notre canapé, ou d'expériences collaborateurs marquantes, des choses que je ne peux pas faire tout seul chez moi. Voilà, on voit le haka qui se développe en ce moment, par exemple, grâce à la Coupe du Monde de rugby dans les entreprises. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais quelque part, je viens vivre des réunions qui sont différentes, je viens vivre des moments collectifs différents, hein. Je viens aussi trouver du confort. C'était intéressant cet été avec la grosse chaleur. On s'est aperçu que beaucoup de collaborateurs revenaient au bureau parce qu'il y avait de l'air climatisé. Donc voilà, les espaces de bureau sont aussi des espaces de bien-être et de confort. Puis le dernier élément, c'est des espaces de travail qui viennent des outils de marque employeur, hein, qui sont des démonstrateurs des valeurs, des comportements, de la culture de l'entreprise, donc qui sont aussi notamment pour attirer des candidats, des lieux où on a envie d'être, où on a envie de venir et donc on a envie de partager le projet de l'entreprise. Voilà, j'ai été un peu rapide, hein, par rapport à cette introduction. Alors, je vais du coup arrêter le partage. Ah ben non, je vais du coup laisser la parole à Jean-Baptiste, peut-être pour qui… alors non, pas Jean-Baptiste, on va le faire dans l'ordre, pardon. Du coup, je vais arrêter le partage. Pardonnez-moi pour cette petite manip. Voilà, je pense que normalement, vous n'avez plus le partage. Je vais du coup repartager l'écran avec la présentation de Thibaut, à qui je vais laisser passer. Je vais donner la parole, qui va du coup nous présenter le point de vue un peu de quelqu'un qui est en phase avec de nombreux aménagements. Il faut que je trouve ta présentation, Thibaut, que je ne vois pas là, donc je vais l'annuler, je vais la mettre sur mon écran. Voilà, je suis désolé pour les petites manips. Fenêtre. Voilà, je crois que ça c'est ta présentation, Thibaut. Tu valides. Alors, du coup, tu me dis quand tu veux, C'est ça, impeccable. Si tu peux la mettre en grand, Thierry, ce serait super. Alors, comment je fais ça? Tu arrives, sinon, c'est pas très grave. Voilà. Allez, parfait. Donc, merci de me passer la parole. Donc, je veux bien que tu passes au slide d'après aussi. Voilà, merci. Je m'appelle Thibaut Convert. Moi, mon métier, c'est d'aménager des espaces de travail. Enfin, le métier de notre société APSI, c'est une entreprise familiale. On est 70 personnes et on accompagne des entreprises essentiellement de la région lyonnaise qui ont un point commun en général, c'est qu'elles sont en cours de transformation de leurs espaces et du coup, souvent, elles s'interrogent sur aussi la transformation de leur propre organisation sur le plan managérial, organisation du travail, culture d'entreprise, etc. Et en observant le marché, quand on a commencé il y a 4-5 ans à rentrer sur ce métier de l'aménagement des espaces de travail, parce qu'à la base, nous étions des fournituristes de bureaux, donc rien à voir, on s'est aperçu que si on voulait créer de la valeur dans ce métier, il fallait qu'on regarde certes l'espace, mais aussi qu'on s'intéresse vraiment à l'organisation de l'entreprise, à ce qui est ce que nous, on appelle dans notre jargon l'invisible. Et là, je veux bien, Thierry, que tu passes au slide d'après. Merci beaucoup. En réalité, ce qu'on observe, enfin, l'observation qu'on a faite et ce qui se confirme aujourd'hui, c'est que si les entreprises qui s'intéressent ou qui ont des projets d'espace, de repenser leurs espaces, de les réaménager, de les transformer, si elles ne pensent que la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la partie concrètement immobilière, bâtimentaire, ou voire même mobilier, comme on parlait Thierry tout à l'heure, ou décoration, c'est-à-dire le baby-foot et le canapé confortable. Si on s'intéresse, les entreprises qui s'intéressent que à cet aspect-là, souvent passent à côté du projet, du vrai sens du projet et surtout de la perception qu'en font les collaborateurs. Il y a une dimension invisible qu'il faut absolument prendre en compte pour réussir des projets de transformation d'espace. C'est tout ce qui est lié à la culture d'entreprise, son histoire, ses valeurs, son dirigeant, sa vision et donc évidemment le management et les comportements des collaborateurs. Tout à l'heure, Thierry, ton premier slide était assez
représentatif, mais on ne peut pas ouvrir ces espaces et libérer et demander aux collaborateurs de travailler dans un espace complètement hybride et flex si on a un management qui, lui, reste dans des bureaux fermés, individuels, au dernier étage de l'immeuble. Je caricature un petit peu. Donc, il faut absolument qu'il y ait un alignement entre le projet d'espace et le projet d'entreprise dans sa globalité. C'est ce que nous, on appelle de la promesse quand il y a un projet d'espace et l'alignement de la promesse entre les faits et le comportement et le management et de l'entreprise. Donc, du coup, on a une approche qui nécessite un temps un petit peu plus long et qui consiste à interroger, à passer du temps avec les dirigeants, avec les managers et avec les collaborateurs pour donner un sens au projet et lui donner une dimension beaucoup plus stratégique, beaucoup plus globale que simplement une dimension d'espace. Et parce que notre conviction, si je veux bien que tu passes au slide d'après, s'il te plaît Thierry, c'est que la finalité d'un projet d'espace de travail doit être de stimuler les relations humaines. Si on n'a pas réussi à travers un changement d'espace à réactiver, à activer, à augmenter les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise, c'est qu'on est passé probablement à côté de cette considération de la partie invisible de l'iceberg. Et pourquoi on pense que l'environnement de travail, donner vie à des environnements de travail stimule les relations humaines, et pourquoi on pense que c'est ça le Graal, entre guillemets, c'est parce que si le pari que nous on fait avec nos clients, et qui s'avère être plutôt bien fonctionné, c'est que s'il y a de la relation humaine, il y aura de la performance pour l'entreprise. Alors nous-mêmes, on a vécu l'expérience parce que Absi est une entreprise qui était une entreprise plutôt verticale avec deux frères qui étaient deux dirigeants il y a 7 ans dans leur bureau bien confortable, fermé, mais malgré tout avec la porte toujours ouverte. En fait, avec cette transformation d'espace qui a été liée à un déménagement, on a aussi décidé, aussi parce qu'on a changé de métier, de s'interroger et de remettre en question complètement notre management et la culture d'entreprise. Et donc, on a vécu les deux en même temps. Et ça a été tellement un succès qu'en fait, on en a fait on s'est servi de notre propre expérience pour la partager à nos clients et pour inspirer et aider nos clients dans leurs réflexions chaque fois qu'ils ont des projets d'aménagement. Voilà, donc on s'appuie évidemment sur des valeurs fortes qui sont je veux bien que tu passes, excuse-moi Thierry. Voilà notre lieu de vie. Alors Thierry tout à l'heure parlait de ABW, Activity Based Working, ou New Ways of Working. En fait, le principe de fonctionnement chez Absi et qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est que quand on va au bureau le matin, on va s'installer à un endroit en fonction de la tâche qu'on va réaliser. Ce qu'on constate chez nos clients aujourd'hui, c'est qu'avec le télétravail, donc ce qu'on appelle plus communément le travail hybride, eh bien, les collaborateurs étant absents 1, 2 ou 3 jours par semaine de l'entreprise, lorsqu'ils viennent dans l'entreprise, ils viennent réaliser des tâches et des expériences qu'ils ne peuvent pas réaliser à la maison. Et souvent, ce qu'on est en train de constater, ce qu'on est en train de réaliser chez nos clients actuellement, c'est qu'on crée des expériences, on offre des services à l'intérieur du lieu de vie qu'est l'entreprise, que les collaborateurs ne peuvent pas trouver à la maison. Et évidemment, c'est souvent tourné autour de la collaboration, l'intelligence collective, favoriser tout ce qui est autour de la relation pour créer et innover, ce qui va être vraiment le grand enjeu des entreprises de demain, notamment avec l'IA qui arrive à toute vitesse. Une petite anecdote que je vous partage, on a... pour vous montrer à quel point les choses sont en train de changer, il y a 6 mois, enfin 1 an même, un gros industriel lyonnais qui est venu nous voir et qui nous a dit « Je veux déménager et construire un bâtiment, mais avant de trouver un terrain et un architecte DPLG, je souhaite faire une étude très approfondie de qui nous sommes à l'intérieur du bâtiment, comment nous allons travailler demain à l'intérieur du bâtiment, quels vont être nos usages et quelle expérience on veut vivre à l'intérieur du bâtiment demain. » Et on a travaillé pendant 6 mois avec toutes les équipes managériales, les directions et les collaborateurs
ou que sur les usages et les services que l'entreprise, que le lieu offrira demain à ses collaborateurs. Et c'est de ce travail-là qui a été dessiné derrière le bâtiment par un architecte des PLG qui demain va le construire sur un terrain que Sandvik en fait avait dans son patrimoine foncier. Mais c'est pour vous, j'ai dit non, mais c'est pour vous dire à quel point les choses changent et à quel point les usages dans ce lieu de vie sont en train d'évoluer et d'avoir une dimension complètement stratégique dans l'entreprise. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder parce que je vois que j'en suis déjà à 10 minutes et s'il y a des questions après, j'y répondrai avec plaisir. C'est tout bon pour toi, du coup je ne passe pas les derniers slides Oui, c'est bon, j'avais mis quelques réalisations, mais tu peux passer ça, excuse-moi, hop. Voilà. J'avais mis quelques réalisations qu'on avait de clients qu'on a accompagnés. Bon, alors là, c'est un côté un peu rigolo parce qu'il y a même un toboggan et voilà, il y a un espace cafette qui est vraiment très, très abouti. C'est vrai que aussi pourquoi ces espaces sont de plus en plus augmentés et pourquoi l'expérience est de plus en plus forte, parce qu'il y a une réalité que tous les dirigeants et les services RH des PME jusqu'aux grands groupes rencontrent aujourd'hui, enfin une grande partie, c'est que c'est quand même compliqué de faire revenir les gens au bureau et de retrouver un esprit d'équipe, de vie, faire animer et faire vivre cette culture d'entreprise. Et donc, évidemment, mais tu l'as dit Thierry tout à l'heure, le lieu va participer à ça. Mais encore une fois, ça marchera que si l'aménagement du lieu est aligné avec la vision, avec le management et avec les mots du quotidien dans l'entreprise. Parce que quand ça ne marche pas, quand ce n'est pas aligné, souvent on constate que ça peut avoir un effet inverse et qu'il peut y avoir un retournement. Je vous donne la phrase classique qu'on a entendue dans le passé, on l'entend de moins en moins, mais c'est ils auraient mieux dû garder cet argent pour augmenter nos salaires et ils ont dépensé beaucoup trop d'argent à faire ça pour rien. Ok, merci Thibaut. On reviendra vers toi avec des questions-réponses. Donc, si tout va bien, voilà, j'ai arrêté la présentation. Donc, Jean-Baptiste, je repars sur l'autre présentation. Je jongle un petit peu, mais on va y arriver. Donc là, pour rentrer un peu dans un cas concret d'un gros déménagement, et vous allez nous expliquer un peu, voilà, comment vous avez, en tout cas, appréhendé le sujet, comment vous l'avez conçu ce projet. Alors, on est en plein dedans, puisque je viens de récupérer les locaux ce matin, donc pour commencer nos travaux. Donc, on est en plein rush. Notre projet, il faut avoir en tête ce qui est important, c'est le contexte dans lequel ce choix se fait. Donc, nous, on a un groupe de protection sociale, d'accord. Donc, on est le 3e groupe de protection sociale en France. On travaille sur des métiers de santé, prévoyance, retraite, épargne et services. Donc, on a une diversité d'activités importantes. Et l'objectif de ce projet de réimplantation, d'implantation dans la Tour Toulion, c'est le regroupement de nos équipes lyonnaises, donc c'est 1600 collaborateurs qu'on va réunir sur 20 000 mètres carrés qu'on a pris à bail dans la Tour Toulion. Ce qui est important aussi, c'est que la construction de la tour et ce choix d'implantation ont été pensés notamment pour maîtriser donc, les impacts environnementaux. On est dans des sites aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises qui ont un certain nombre d'années, donc qui ne sont pas extrêmement performants d'un point de vue énergétique, qui sont vieillissants, mais c'était aussi l'occasion d'optimiser les charges de fonctionnement, ce dont tu parlais tout à l'heure, Thibaut. C'est-à-dire que c'est bien de construire quelque chose, mais encore faut-il qu'il y ait un retour sur investissement aussi derrière. Et c'est surtout aussi le choix de créer un environnement de travail qui soit confortable, inclusif pour les collaborateurs et faire évoluer nos modes de travail. Et l'accent a été particulièrement mis par notre direction sur ce volet-là. Donc on a investi dans la Tour Toulion pour mener à bien ce projet de regroupement. Donc ça, c'est le moyen, c'est-à-dire la coque. Maintenant, il faut habiller la coque et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Donc si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc l'organisation, quand on se dit qu'on lance un projet de ce type-là, d'aménagement de locaux, en l'occurrence, on ne part pas nous de zéro, on avait déjà des locaux et on va dans de nouveaux locaux. Donc ça implique
ça implique de recréer quelque part son futur environnement de travail, de se reposer la question de ce qu'on souhaite mettre derrière. Donc, il va falloir reconcevoir et mettre en place un environnement de travail attractif, moderne et performant, le faire évoluer de façon considérable, déployer des nouveaux modes de travail et outils pour plus de partage et de synergie. C'est une attente forte de la part des collaborateurs comme des managers, sachant qu'on est dans des contextes de travail de plus en plus hybrides, avec le déploiement massif du télétravail. Dans notre entreprise, nous sommes en moyenne à 2 jours de télétravail par semaine. C'est accompagné aussi, c'est un choix, une orientation qui a été prise, de passer, de déployer le Flex Office dans un contexte d'open space, dans nos futurs locaux, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, ça fait partie aussi de la rationalisation de notre impact environnemental, puisque en travaillant en Flex Office, on prend moins de mètres carrés que ce qu'on avait aujourd'hui, on réduit le ratio nombre de mètres carrés par collaborateur présent sur site. C'est améliorer le bien-être des collaborateurs, adapter une offre de service, puisque ça fait partie aussi de l'attractivité pour les collaborateurs que d'avoir une offre de service étoffée. Quand je dis offre de service, c'est tout ce qu'on va mettre autour de l'environnement de travail, avec des offres de conciergerie, des offres de crèche, des offres d'espaces café dans lesquels on veut mettre en place des animations, des espaces détente également, etc. Tout ce qu'on va mettre derrière le nouvel environnement de travail, en complément des plateaux de bureau. Accompagner le changement des mobilités, c'est un axe aussi qui était fort pour nous, un fort enjeu, puisqu'on souhaitait revoir notre politique de mobilité en interne, ce qu'on est en train de faire, puisqu'aujourd'hui, on est largement tourné vers des déplacements en voiture. Demain, de par la localisation de la tour, on va aller surtout sur l'utilisation des transports en commun, les trains. Donc on passe de 1000 et quelques places de voiture à une cinquantaine. Donc c'est un accompagnement fort auprès des collaborateurs, puisqu'on change leurs habitudes de travail plus leur mode de transport. Contribuer à notre marque employeur, contribuer aux engagements RSE et QVT, vous l'aurez compris, et surtout mettre en œuvre le déménagement et la libération de nos sites actuels et leur remise en état. Donc c'est beaucoup de choses, d'accord, qui font qu'il n'y a pas, quand on dit on transfère son siège de 2 sites à 1, on va devoir embarquer toutes les composantes du projet, donc la conception des nouveaux aménagements, mais tout ce qui va aussi derrière, le fait de quitter nos sites, de réussir le déménagement, l'emménagement, que le message soit clair pour les collaborateurs. Donc l'enjeu clé de ce type de projet, ce que je retiendrai, je n'ai pas encore fini, hein, puisqu'on en est à commencer nos travaux, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement au changement. C'est la communication et l'accompagnement au changement. On a fait le choix donc d'être très présent sur ce volet-là vis-à-vis des collaborateurs et des managers, et on s'est assuré également d'avoir une continuité du message. C'est-à-dire que l'idée, c'était dès le départ de dire on est clair, on pose le contexte dans lequel on mène ce projet, pourquoi on le fait et où on veut aller. Et ça, on l'a fait depuis le départ et on n'a pas dérogé à ce message-là. Et c'est hyper important parce que quelque part, c'est par cette continuité du message qu'on a réussi vraiment à embarquer managers et collaborateurs. Ils ont tous compris le sens de ce qu'on était en train de faire. Et même si ça peut arriver d'avoir des personnes qui ne sont pas très contentes de déménager, etc., comme ils comprennent, comme tout le monde a compris le message, ils voient où on veut en arriver. Et donc, j'ai envie de dire que tout le monde tire dans le même sens. Donc ça, c'était un point qui était important. Donc, je vous passe tous les projets qu'on a dû créer pour mettre en place notre futur emménagement. S'il y a des composantes qui sont importantes, ce que je retiendrai surtout, ce qui est au-delà du fait de relocaliser des équipes, tout à l'heure Thibaut en a parlé, c'est la conception des futurs espaces de travail, puisqu'on passe d'un cadre avec des bureaux fermés, des plateaux de bureaux fermés, un open space. On s'est rendu compte que les besoins des collaborateurs avaient significativement augmenté. On a dit 2 jours de télétravail, c'est-à-dire quand on vient sur site, on ne vient pas pour faire la même chose que ce qu'on faisait précédemment. On vient pour voir ses collègues, on vient pour innover, pour avoir du travail collaboratif, etc. Donc on a une diversité des espaces qu'on a mis en place dans notre conception des aménagements. Et on a une dizaine de types d'espaces différents au sein de nos étages. Alors, je parle sur les étages plateaux de bureau, avec autant de place en espace collaboratif que sur la partie plateau de bureau.
Dans ces espaces collaboratifs, on a une diversité d'espaces, on a des box, des cabines téléphoniques, etc., etc. Ce qui fait que on a bien expliqué ce que disait Thibaut tout à l'heure, les usages, comment on utilise, pourquoi on utilise tel ou tel espace en fonction de ce qu'on veut faire. Et ce qui est important, c'est de bien appréhender ça. C'est un besoin des managers, c'était un besoin des collaborateurs. Et donc, on a particulièrement mis l'accent là-dessus. Si on peut passer à la slide suivante, oui. Vous allez comprendre qu'on a construit notre accompagnement au changement en se basant sur un plan de com clair, voilà, vis-à-vis des collaborateurs, des managers et des instances représentatives du personnel, qui sont une composante importante de la société. Ensuite, dans notre démarche, on a souhaité avoir une démarche vraiment collaborative, d'accord, pour impliquer tout le monde. Donc, on a procédé j'ai envie de dire qu'il y avait 2 temps dans cette partie-là. C'était un temps 1 où on a mis en place des groupes de travail pour concevoir, donc, qui représentaient donc, des collaborateurs. Donc, les collaborateurs ont participé à ces groupes de travail avec notre architecte qui était Majorel pour co-concevoir avec eux les futurs plateaux de bureau, donc les environnements de travail dans lesquels ils allaient travailler. Sur le temps 2, on a créé une communauté d'ambassadeurs et de managers. D'accord. Donc, une fois qu'on a fini la conception, on est basculé sur quelque chose de plus large. Donc, cette communauté regroupe 120 personnes. D'accord. Et cette communauté, on lui donne la charge de relayer ou nous remonter les questions ou les ajustements à opérer par rapport à ce qu'on avait fait dans notre plan initial. Avec cette communauté également, on a conçu notre macro et notre micro-zoning, c'est-à-dire les positionnements des différentes équipes au sein des étages. C'est un enjeu fort, on a 4 métiers. On a plusieurs entités également qui vont cohabiter dans ces plateaux de bureau. L'idée, c'était de mettre du sens derrière les regroupements d'équipes en fonction de leur activité. Donc, c'était une demande des managers et des collaborateurs qui disaient aujourd'hui, on fonctionne en silo. Demain, il faut qu'on détruise ça. Donc, il faut qu'on supprime ça parce qu'apporter un peu plus de transversalité, c'est plus d'efficience pour l'entreprise. Donc, c'était important. Donc, on en a tenu compte dans l'organisation qu'on a mis en place. Et enfin, accompagner la prise en main des futurs modes et environnements de travail et la préparation de l'organisation cible. Donc ça, c'est les temps 4 et 5. Donc on est en plein dedans. On a aménagé pour ce faire des espaces pilotes. Donc on a fait un espace pilote sur chacun de nos sites actuels. Ces espaces pilotes, on les a équipés et aménagés un peu de la même façon que ce qu'on allait avoir dans la tour. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer, notre objectif, c'était de faire passer les 1300 collaborateurs de nos sites lyonnais, les collaborateurs internes de nos sites lyonnais sur ces espaces pilotes pendant au moins 2 semaines pour chaque collaborateur, pour qu'ils viennent vivre l'expérience de la vie dans la tour. Et quand je dis l'expérience, c'est pas que l'expérience matérielle, c'est aussi tout ce qu'on met en place dans la tour avec du travail en open space, du zéro papier, du travail en mode collaboratif. Les espaces sont équipés visio, etc. On a dû équiper également tous les collaborateurs en nomade. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de mobilité, plus d'espaces collaboratifs implique être équipé pour. Aujourd'hui, c'est un gros changement. On a dû déployer 1200 ordinateurs portables à destination de tous les collaborateurs. Donc, ça, c'est les espaces pilotes. Donc, c'est un gros vecteur d'accompagnement au changement qui s'est construit sur la durée, puisque ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. On va bientôt finir. Et tous les collaborateurs, à l'issue de ça, auront pu passer sur les pilotes avant d'emménager dans nos futurs locaux. Voilà. Donc, ça nous permet vraiment de les accompagner au plus près. Ça nous mobilise beaucoup, mais c'est un énorme vecteur d'accompagnement. Et enfin, le temps 5, c'est la mise en place des comités de quartier. Tout à l'heure, vous parliez de proximité. On a souhaité avoir un raisonnement plus personnalisé dans l'organisation de nos locaux. Donc, plutôt que de dire je suis sur tel étage ou sur tel étage ou sur tel étage, on a découpé chaque étage en 2 quartiers. Comme on avait fait le macro-zoning en positionnant les équipes sur des quartiers et des étages, on leur a dit on va créer ensemble un comité de quartier. Vous êtes des voisins demain, donc raisonnons comme des voisins. On va créer un comité de quartier dans lequel on va gérer la proximité et votre future organisation. Donc, avec ces comités de quartier, on a organisé le flex, donc le travail, les niveaux les présences sur site des collaborateurs. On a fait ça avec les managers. Ensuite, maintenant, on a embarqué aussi nos ambassadeurs et quelques collaborateurs. Donc, il y a un comité de quartier par quartier, donc ils se tiennent tous les mois.
Et là, on rentre vraiment dans le détail, c'est-à-dire on prépare l'emménagement, etc., etc. On travaille avec eux sur les règles de vie, parce que fonctionner en open space, c'est respecter des règles de vie. Bref, on rentre dans le détail. Voilà, donc ce que je retiendrai de ce plan d'accompagnement, c'est qu'on a bien fait de faire des espaces pilotes, parce que ça fonctionne très bien. On a mis une bonne dynamique dans les équipes. Et les comités de quartier, c'est le plus, parce que ça a apporté, ça a aidé les managers à le télétravail et l'organisation du flex office peuvent être, soit on les subit, soit on adapte l'organisation et le fonctionnement des équipes, et donc son management, en fonction de cette nouvelle façon d'exercer son activité. Et ça, c'était important, c'est ce qui nous a été remonté dans les comités de quartier, et on s'est rendu compte que les managers avaient réagi à la crise Covid et à la mise en place du télétravail, mais n'avaient pas construit quelque part, n'avaient pas anticipé, c'était difficilement anticipable, vous allez me dire, mais n'avaient pas anticipé leur future organisation en fonction de ça. Donc, il y avait beaucoup de managers qui disaient, mais comment je vais faire avec le flex, comment je vais organiser mes équipes, comment je vais les piloter, comment je crée des temps en commun, sachant que j'ai une partie des collaborateurs qui seront à distance. Et ces comités de quartier, ça a été l'occasion de remettre ça sur la table et d'inviter la communauté managériale de l'entreprise à réfléchir à comment ils veulent construire leur façon de travailler demain avec les collaborateurs dans un nouveau cadre de travail et dans un cadre, dans un environnement qui est totalement hybride. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, je pense grâce à toi, on est rentré dans un peu vraiment à l'intérieur, hein, effectivement, d'une préparation d'un déménagement et puis d'une conduite du changement. Donc, je vais du coup, arrêter la présentation. On se retrouve, je pense, sans présentation. On va peut-être jeter un petit coup d'œil sur le chat, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses et je ne pouvais pas faire les deux. Je ne pouvais pas avoir la présentation et le chat. Donc, voilà, on va prendre peut-être, alors on ne prendra peut-être pas toutes les questions, j'en sais rien, mais on va les prendre un peu dans l'ordre. Part du budget dans l'accompagnement communication, pendant qu'on est sur ton cas. Je ne vais pas vous donner de montant, mais ouais, c'est significatif. Tout à l'heure, je vous ai dit, les espaces pilotes, c'est vraiment... Le reste, c'est du temps. C'est du temps jour-homme, d'organisation, de la com, mais voilà. Mais le plus gros, ça a été de monter les espaces pilotes. C'est 2 espaces pour 40 personnes. C'est comme si on avait créé 2 plateaux provisoires le temps de l'accompagnement au changement pour 80 personnes. Donc, c'est un budget significatif. Et en plus, comme on l'a fait en cible, on l'a fait avec des salles visio, etc., etc. Donc, en termes d'équivalent, ouais, c'est à peu près 5% du coût du projet, quoi. Ok, merci pour cette précision. En tout cas, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on se dit là tout à l'heure, c'est qu'on ne parle pas finalement de technique d'aménagement, on parle bien de ressources humaines, de relations humaines, de changement, donc un investissement lourd parce qu'en fait, concernant les collaborateurs et leur future façon de travailler. Peut-être Thibaut, une question pour toi. Sur le sujet communication, vous avez raison de poser la question parce que souvent, ces projets, on crée des équipes de pilotage, comme vous en avez parlé, et du coup, il y a juste une petite partie de l'entreprise qui sont après ceux qui vont aller transmettre et les pilotes. Mais il y a toujours un décalage de communication entre ce que vivent les pilotes ou l'équipe projet et ce que vivent les collaborateurs d'un regard plus en retrait. Et donc, ce sujet de communication est très important. Il se fait à travers le lieu, etc., le mock-up ou l'espace témoin. Mais il y a aussi un temps de communication en interne pour les entreprises qui est pas négligeable et qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. Parce que non, le risque, ça peut aussi être que les collaborateurs disent « Ouais, mais c'est l'équipe projet qui s'en occupe, nous, on est au courant de rien ». Et ça, c'est un vrai risque dans ce type de projet. Ouais, donc, bien donner de la visibilité à tout le monde et donc communiquer. Pendant qu'on y est, Thibaut, une question pour toi, à laquelle évidemment, c'est ton métier. Est-ce qu'il faut prendre ces questions d'aménagement d'espace dès le démarrage, hein, quand on construit, ou est-ce que c'est possible en cours de route? Est-ce qu'on peut finalement changer complètement des aménagements de bureaux qui n'ont pas été initiés pour un modèle de management plus ouvert, plus collaboratif? C'est toujours un petit peu plus compliqué. Tout dépend de la configuration du bâtiment, en fait. Si on est contraint par le bâtiment, c'est toujours difficile de le faire en cours de route.
Ce qui nous arrive souvent, nous on travaille dans des espaces très ouverts et très peu cloisonnés, et quand c'est souvent que les entreprises viennent avec des plans, et à ce moment-là, on peut toujours les rechallenger, voire parfois ils les rechallengent complètement, mais une fois que le bâtiment est construit, c'est toujours difficile. Ouais. Et puis Jean-Baptiste, une double question pour toi. C'est Jean-Sébastien. Pardon, excuse-moi, complètement désolé. Donc une double question pour toi. Comment est-ce qu'on récupère et collecte les besoins des collaborateurs pour construire le projet? Comment vous avez fait toute cette collecte de besoins, souvent d'ailleurs très différents les uns des autres, hein. Et puis une question plus précise sur la finalité de votre espace work café. À quoi ça sert? Alors, je vais commencer par la première. Donc, pour collecter les besoins, on a créé ce qu'on appelait des groupes. Donc, on avait déjà pré-collecté tout ça auprès de nos managers. On avait déjà fait un petit travail en amont. Ensuite, on a créé un groupe miroir avec des représentants des différentes entités du groupe. Donc, pas des managers, hein, cette fois-ci, vraiment des collaborateurs. Et on a monté des ateliers avec eux pour monter un concept d'aménagement de base. Donc, une fois qu'on a monté ce concept d'aménagement de base, on a créé ce qu'on appelle des groupes, des ateliers métiers cette fois-ci. Et là, on a raisonné en focusant par étage pour voir les spécificités de chaque étage. Et là encore, on a associé bien sûr les managers, mais on a surtout sollicité les collaborateurs. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Donc, on a fait du général au particulier, on a monté un concept base avec des collaborateurs, et ensuite, on l'a creusé et affiné avec des groupes métiers. Donc du temps, de l'investissement, de la communication, mais on voit bien l'importance de tout ça. Hein. Énormément de temps, mais la co-construction, je pense que c'était une des conditions pour réussir. Et le work dans la sollicitation des collaborateurs, on fait souvent ça aussi, une partie quanti, on va chercher des informations générales du plus grand nombre, et puis une partie quali avec, comme vous l'avez expliqué. Mais sur la partie quanti, le risque, c'est de ne pas tomber dans la liste au Père Noël. C'est-à-dire que plutôt que de leur demander ce qui va pas et ce qu'ils aimeraient, c'est justement en les amenant sur les usages et sur le travailler demain, c'est plutôt sur ces sujets-là qu'il faut les challenger, plus que sur un questionnaire c'est bien, c'est pas bien, ou oui, non, parce que là, ou de quoi vous avez besoin, parce que là, le risque, c'est vite justement le baby-foot, même si souvent il est là, hein, mais c'est vite la course de la liste au Père Noël. C'est intéressant parce qu'on avait quand on a fait les premiers ateliers, on nous disait qu'il y avait beaucoup d'espace lounge, d'accord, de salles de réunion aménagées avec des canapés, des fauteuils, etc. Puis en creusant, oui, il en faut, mais on ne va pas mettre toutes nos salles, tous nos espaces collaboratifs avec des fauteuils et des canapés. Et au final, c'est eux qui ont trouvé la solution eux-mêmes, qui ont su dire le curseur, où il faut mettre le curseur entre ces espaces vraiment, on va dire, plus conviviaux et des salles de réunion plus traditionnelles ou des box. Et ouais, c'était effectivement, là, je te rejoins. Et un petit complément, après j'arrête, sur les besoins, récolter les besoins des collaborateurs, c'est en amont, c'est important. Il y a aussi une chose dont on se rend compte, c'est que souvent, on considère que votre jour, par exemple aujourd'hui, où c'est le jour du déménagement, souvent les clients, quand on fait des REX 6 mois, 1 an après, nous disent « ouais, mais c'est dommage, on aurait dû continuer en fait ». Parce que les collaborateurs ont le sentiment qu'on les abandonne un peu le jour où ça y est, c'est installé, terminé. Et je pense que ce qui est aussi très important, c'est de considérer de tels projets, bon, ça commence très en amont évidemment, mais ça doit aussi se poursuivre après l'installation. On a mis par exemple en place des REX au bout de 3 mois, des REX au bout de 6 mois et des REX au bout de 12 mois. Et où on ressollicite les collaborateurs pour leur demander si les usages fonctionnent, quels sont ceux qu'il faut rechallenger. Et d'ailleurs, au point maintenant de créer des espaces, des solutions d'ailleurs d'aménagement d'espace flexibles avec des systèmes de location, par exemple, s'il y a des usages qui ne fonctionnent pas, de location de matériel, plutôt que d'acheter pour s'autoriser le droit à l'erreur en cas de fonctionnement.
Et Thibaut, une question qui m'est chère que je te relance. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a évidemment des usages qui ne sont pas forcément prévus à l'avance et qui apparaissent au fur et à mesure de façon inattendue dans le nouvel espace? Et est-ce qu'on peut imaginer ne pas avoir tout prévu, d'avoir laissé de l'incertitude, de l'incomplet pour que les collaborateurs inventent eux-mêmes dans certains endroits, en tout cas, la vie qui va avec un espace qui est encore un peu à co-construire alors que le déménagement est déjà réalisé? Alors, complètement, tu as complètement raison. Et nous, on estime à peu près on a développé cette offre de location plutôt que d'achat de matériel. Alors, quand je dis matériel, c'est plutôt du mobilier de bureau. Aujourd'hui, c'est quasiment 7 projets sur 10 un peu importants d'envergure et qui font appel à cette partie de location sur des nouveaux usages. Et sur ces 7 projets, sur ces 70% de clients qui l'utilisent, il y en a 100% qui changent, qui renouvellent leurs usages au bout d'un an. Il n'y a pas un usage qui est… tous les usages vont être challengés. Même les plans, d'ailleurs, chez Apicil, vous allez probablement connaître ça. Vous allez voir qu'au bout de 6 mois, voire peut-être 3 mois, ils vont être challengés aussi. Les espaces sont flexibles jusqu'au bout parce que les usages sont flexibles, changent et évoluent en permanence. Les cabines, par exemple, de visio dont vous parliez tout à l'heure, il y a 3 ans, on disait waouh quand on envoyait une dans les bureaux. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont équipées parce que la visio est devenue, la preuve aujourd'hui, est devenue indispensable. Donc oui, je pense qu'on va aller vers de plus en plus de possibilités d'ajuster et de faire évoluer ces usages. Et alors, Jean-Sébastien, une question pour toi sur l'espace Work Café. Ouais. Il est work et il est café, donc là-dessus, on pensait, on n'avait pas vraiment d'espace vraiment dédié détente café aujourd'hui. Ça se faisait un peu au bout de couloir à la machine à café, donc c'était une demande qui était importante. Donc on a positionné des espaces work café sur chaque étage et on a créé ce qu'on appelle un grand work café. L'idée, c'était de créer une espèce de place, un peu comme la place du village. On en revient à la notion de voisin. Donc on a dédié un demi-étage à ça et on a créé ce qu'on appelle le grand work café. Donc c'est un espace qui est fait pour travailler, pour faire des pauses, travailler de façon informelle. Voilà. C'est un grand espace, ça fait quand même 500 mètres carrés, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, je continue avec des questions très opérationnelles. Là. Le timing du projet, quand vous avez démarré, l'emménagement des équipes est prévu pour quand? Un peu de situation dans le temps, factuelle. Moi, j'ai eu la chance je n'étais pas encore sur ces fonctions-là, mais j'étais déjà chef de projet sur d'autres sujets. Et donc, la décision a été prise de se lancer dans cette relocalisation en 2018. Donc, ça fait longtemps maintenant. Ok. On en a profité pour investir aussi dans la tour. Donc, on est locataire d'une partie des étages et co-investisseur dans la tour. Donc, c'est une décision, c'est un projet de long terme. Sur le volet aménagement des locaux, donc ça, c'était plus sur le volet acquisition et prise à bail. Sur le volet conception des aménagements, ça a commencé en 2020, fin 2019, début 2020. Voilà, en gros, c'est ça. Mais oui, donc c'est des projets de long terme. Après, c'est des projets de long terme aussi parce qu'on quitte nos sites actuels et qu'on avait des enjeux aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de mode de travail, d'équipement, d'outils. Je vous ai dit, on a déployé des nomades à tout le monde. Ça fait, on a déployé 1200, 1300 nomades. On avait des data centers qu'on a dû déménager. On a beaucoup de choses qui ont dû être menées en parallèle. Donc, c'était un projet de long terme. On va dire que la conception des aménagements, ça a été et l'accompagnement au changement qui est lié à ça, on va dire que ça s'est fait sur 1 an et demi. Et là, on rentre dans le dur en ce moment, puisqu'on commence nos travaux maintenant. Et on en a pour à peu près 5 mois de travaux pour les 20 000 mètres carrés. On commence nos emménagements. J'appelle ça des vagues de déménagement. Donc, on a 8 vagues. Les vagues commencent mi-février pour se terminer première quinzaine d'avril. Ok. Donc, sur un temps court, on a quand même des vagues successives et avec un vrai projet dans le projet, que j'imagine, ce déménagement.
Et une dernière question encore pour toi. Est-ce que tu as des équipes conduites du changement à 100%, dédiées à 100% sur le transfert d'activité? Puis Thibaut, tu pourras nous donner ton point de vue sur quelles sont les structures des équipes d'accompagnement du changement en communication? Est-ce qu'elles sont à temps partiel, à temps complet J'ai un change manager à 100%. Ok. D'accord. Qui planifie l'organisation du change et qui met en œuvre aussi les actions et qui est localisé, qui habite, qui est domicilié. Je l'appelle le propriétaire de mes espaces pilotes parce qu'il est dessus en permanence. Donc il gère l'accompagnement et le changement au quotidien. Donc lui, il est dédié à 100%. Et sur le volet, sur le change, c'est ça. Sur l'IT, le change sur le volet IT et les outils, on a un collaborateur ETP qui est à temps plein aussi, une personne à temps plein. Et sur le volet com, on a 2 collaborateurs qui contribuent, alors qui ne sont pas dédiés à temps plein, mais que j'évaluerais à un quart d'ETP chacun. Ça fait un demi-ETP de com. Ok. Et Thibaut, tu remarques quoi sur ces structures d'accompagnement au changement dans l'ensemble des entreprises que tu peux accompagner? Alors déjà, bon, à Piscil, vous êtes quand même une très 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 grosse entreprise et probablement un des plus grands projets de l'année 2023 à Lyon. Donc vous avez énormément de ressources pour ce type de projet et c'est normal vu le nombre de collaborateurs. Malheureusement, dans les entreprises en général, nous on accompagne des entreprises de 20 à 400 personnes, on va dire à peu près. Alors sur les plus grosses, on a des interlocuteurs dédiés sur la communication. Mais sur le change management, on n'en a pas. Et donc, il nous est sous-traité, hein, entre guillemets. Même si nous, on n'appelle pas tellement ça le change management. Nous, on aime bien parler de déclic, en fait. On aime bien se dire que l'objectif de l'accompagnement, c'est de créer un déclic chez les collaborateurs qui soit un déclic en phase, aligné de compréhension, aligné sur le sens du projet, dans la transformation des modes de travail et dans la transformation managériale et culturelle qui est en train de se produire. Voilà, donc plutôt des interlocuteurs en communication, mais ce qui est important, c'est qu'il faut absolument définir le temps en amont que ça va leur prendre, parce que souvent il est complètement négligé ou sous-estimé, or il est absolument important. Et Thierry, si tu es d'accord, j'ai bien envie de répondre à une petite question, si tu me le permets, que je vois, où il y a écrit « A-t-on du recul sur ces aménagements ?» Je voulais la laisser comme question de fin, mais je pense que tu peux y aller et on ne nous reste plus que 7 ou 8 minutes, donc vas-y. C'est marrant parce que hier, j'ai écrit un petit truc sur LinkedIn qui s'appelle « Flex d'office », point d'interrogation, avec un D apostrophe entre parenthèses. Et donc, il n'y a pas en réalité de vérité absolue. Le flex office, ce n'est pas une finalité. Il faut bien comprendre que le flex office, c'est la conséquence du travail hybride. Et le travail hybride, c'est juste qu'aujourd'hui, les collaborateurs travaillent en entreprise, à la maison et dans des tiers-lieux, et donc sont moins présents en entreprise. Et comme ils sont moins présents en entreprise, ils y sont peut-être 2 ou 3 jours par semaine. Ils comprennent assez naturellement, enfin même globalement, je dis après, c'est une grande... On a perdu Thibaut. Mince. Normalement, si c'est juste une petite coupure Internet, ça revient vite. Peut-être du coup, Jean-Baptiste, je te pose la question, puis on laissera Thibaut reprendre tout à l'heure. Est-ce que toi, déjà à date, là, il y a par exemple des choses que vous auriez fait différemment s'il fallait tout recommencer, déjà des retours d'expérience alors que ce n'est pas encore terminé sur l'ensemble du projet à ce jour? En toute honnêteté, peut-être qu'il y a une chose qu'on aurait peut-être dû faire autrement, c'est rentrer plus dans le détail dans notre communication. Vraiment, ça, c'était... c'est-à-dire que passer des messages, des principes, une stratégie, être constant sur le message, je pense que c'est la clé, c'est un des facteurs clés de succès du projet. Et je pense qu'on tient le cap là-dessus. Maintenant, ce dont on se rend compte, c'est que les collaborateurs ont très rapidement et tout de suite envie d'avoir le détail de comment ça va se passer. Et oui, pour eux, en plus. Exactement. Et donc, comme dans tous les projets, hein,
on cadre. Ensuite, on commence à tester, etc. Puis ensuite, on va commencer à expliquer et à déployer. Et parfois, je pense qu'on aurait dû anticiper davantage les choses, parce que c'est des choses qu'on aurait dû voir venir. Et voilà. C'est plus de l'anticipation des questions. Après, ce que je constate, c'est que les IRP nous ont... les instances représentatives du personnel, pour le coup, nous ont beaucoup challengés, voire même bien autant que les managers, avec des questions très pertinentes le plus souvent. Donc on a pu aussi vraiment s'appuyer sur eux. Et c'est vrai que c'est un peu aussi grâce à eux qu'on a pu progresser dans la durée. Et voilà, donc pour moi, c'est très instructif. Là où je pensais que les parties prenantes principales, ça allait être manager, collaborateur, les représentants du personnel ont beaucoup apporté au projet. Ouais. Je retiens aussi que le diable est dans les détails, c'est-à-dire qu'on touche sur des sujets qui concernent directement, quotidiennement les collaborateurs. Donc, c'est des sujets souvent de crispation, effectivement. Et on peut être vite d'accord tous sur les grands principes de collaboration, de travail autrement, etc. Mais à un moment ou à un autre, il faut rentrer effectivement dans le détail, d'où les lieux tests d'ailleurs, qui permettent concrètement au quotidien de voir des usages nouveaux ou des dysfonctionnements. Donc, j'ai vu une question sur le niveau de réemploi des... Réemploi, ouais, voilà, exactement. Ça me tient à cœur parce que du coup, nos sites actuels, il y a le site de Caluire, on l'occupe depuis des dizaines d'années et celui de Vez depuis bientôt 15 ans. Donc, on a énormément de mobilier, d'équipements sur site, etc. Et un des enjeux de notre départ des sites, puisqu'on va rééquiper intégralement nos nouveaux sites. Donc, on s'est posé la question à chaque fois de qu'est-ce qu'on rachète, qu'est-ce qu'on rachète pas. Qu'est-ce qu'on transfère? Est-ce que c'est obsolète? C'est dans quel état? Est-ce que c'est fini d'amortir? Voilà. Donc, c'est des questions qu'on s'est posées systématiquement et dans notre politique, dans notre choix de libération des locaux, le réemploi des mobiliers, il y en a assez peu en définitive parce qu'il est quand même bien amorti. En revanche, sur l'audiovisuel, on a réussi à récupérer une partie des équipements. Et donc, sur la libération, notre enjeu, c'était de se dire, il ne faut pas que ces équipements-là soient jetés. Donc, on passe on a des brokers qui récupèrent, qui rachètent une partie des mobiliers pour ensuite les revendre, les remettre en état et les revendre. On a une filière, on travaille aussi avec la filière recyclage, qui va réutiliser les équipements. On a aussi notre broker, le prestataire donc, qui s'occupe de la libération des sites, travaille aussi avec des associations. Donc, voilà, on veille à ce que ça ne parte pas à la poubelle bêtement. Donc, si ce n'est valorisé par le broker, c'est donné ou alors ça part au recyclage. Bien sûr. On a donné, par exemple... on a fait des opérations notamment de dons d'armoires aux collaborateurs où on a redistribué, puisqu'on on cible le zéro papier. Donc, c'est-à-dire qu'on évacue le papier, donc on libère des armoires. Et comme la nature a horreur du vide, on ne peut pas laisser des armoires vides dans les plateaux de bureau. Et donc, on a donné, par exemple, en un an, on a dû donner pratiquement 400 armoires aux collaborateurs. Donc, c'est des grosses opérations. Ça a l'air de rien, mais en logistique, c'est assez compliqué à mettre en place. Encore un sujet à prendre en compte, effectivement, le réemploi à l'intégrer au projet. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si Thibaut pourra nous rejoindre ou pas. Moi, je voulais juste partager 2-3 réflexions, un peu de synthèse en retour d'expérience là, pour répondre à cette question, et qui finalement reboucle un peu avec tout ce qu'on a dit pour le moment. Je crois qu'il faut se méfier de ce que j'appelle les effets waouh. Vous avez un super beau site où on rentre avec des étoiles dans les yeux. Finalement, on s'aperçoit qu'au niveau des collaborateurs, cet effet nouveauté s'estompe assez vite, puisque derrière, en fait, on rentre dans les usages, etc. Et que ça suffit pas de penser juste un bel espace. Pour essayer de résumer ce qu'on s'est dit, il y a au moins, à mon avis, trois éléments essentiels à prendre en compte. On a parlé de l'évolution du management et donc des modalités d'organisation du travail. Voilà, si on change les locaux, mais qu'on change pas les pratiques de travail, qu'on remet pas en cause des façons différentes d'être ensemble, finalement, ça a un impact très limité dans le temps. Donc, c'est vraiment penser les relations humaines, les dynamiques humaines. Et ça, j'entends bien, c'est de l'anticipation à prévoir bien avant le déménagement, avec toute la conduite du changement que tu nous as illustré, par exemple. On a aussi dit que derrière un déménagement ou de nouveaux aménagements, c'est aussi finalement un projet d'entreprise, faire ressortir des lignes de force, des perspectives sur le devenir de l'entreprise, des éléments culturels, et les locaux ne sont que des démonstrateurs finalement, ou des catalyseurs de ces éléments-là.
Donc, c'est penser et faire connaître le pourquoi et bien communiquer sur le pourquoi avec l'idée que les locaux ne sont qu'un moyen et surtout pas une fin en soi. Donc, c'est quoi le projet d'entreprise? Vers quoi on va? Qu'est-ce que ça va apporter à chacun? Avec une surcommunication sur ces sujets-là. Et puis, un sujet que j'ai pas entendu ce matin, mais qui, moi, me semble important aussi, c'est quelle histoire on crée? Quel récit, finalement, on crée autour de ce projet qui donne de l'envie, qui donne de l'engagement. On n'est pas que dans des projets techniques, puisqu'on touche la vie des gens, quelque part. Et donc, à la fois en interne, mais aussi à la fois en externe, qu'est-ce qu'on communique à l'extérieur en termes de storytelling, de la partie de l'évolution des entreprises, et dont finalement les locaux sont un peu voilà, les éléments les plus visibles et les plus démonstrateurs. Donc, penser aussi à un récit, on sait bien que l'engagement humain, il est lié aussi à une histoire qu'on construit ensemble, et où chacun a envie finalement de construire un peu la suite de l'histoire avec les responsables projet. Voilà, quelques éléments peut-être de synthèse. Est-ce que tu veux conclure? Je crois que visiblement Thibaut, malheureusement, ne va pas nous rejoindre. Je ne voudrais pas trop dépasser l'heure puisque ça fait 1 heure. Un petit mot de conclusion de ta part. Je ne vois plus de questions sur le site. Nos 2 sites, si j'ai vu 2 questions, oui. Mais nos 2 sites, du coup, ils ont été vendus, nos sites actuels. Donc, okay. Ça c'est fait. Donc, il y en a un qui va rester en l'état et l'autre, il va être utilisé pour autre chose. Il va devenir un lycée, en l'occurrence, c'est le site de Caluire. D'accord. Voilà, moi je conclurai par le fait de dire que comme c'est un projet d'entreprise, nous concernant, c'est un projet d'entreprise. Je pense créer des nouveaux bureaux, tu l'as dit, c'est le volet matériel, c'est la concrétisation, c'est quelque chose de palpable. Quand changer de locaux. Et quand je dis projet d'entreprise, c'est que souvent ça matérialise une politique, une stratégie, des objectifs, mais c'est quelque chose de palpable. Et du coup, quand je dis qu'il y a un sens collectif, et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le collaboratif, oui, il faut qu'il y ait une dynamique collective, une vraie dynamique d'entreprise quand on est sur un projet de ce type. Voilà. Je dirais que, en conclusion, c'est ça qui est important. Merci Jean-Sébastien, merci à tous de votre écoute. Alors malheureusement Thibaut ne nous a pas rejoint. Je vous incite à aller voir le site APSI, parce que du coup c'est beaucoup plus que des aménageurs, vous l'avez compris, c'est vraiment des fins observateurs et acteurs de l'évolution des formes de travail au travers des espaces et de la conduite du changement derrière. Donc vous allez voir une entreprise très innovante et avec une philosophie voilà, très forte sur ces sujets-là. Donc, on a voulu témoigner un petit peu à la fois une expérience concrète et puis vous parler un peu de l'évolution générale. J'espère que vous aurez apprécié cette matinée. Et puis, bonne chance, bon courage dans vos projets de réaménagement ou de déménagement des uns des autres. Au revoir à tous. Merci à tous, au revoir. Merci.